Voilà, donc on va démarrer la réunion. Donc, je voulais juste souhaiter au nom du département de promotion de l'ALIA, la bienvenue, de l'OSM, la bienvenue à tout le monde à cette rencontre avec Emmanuel Elbasfeld et sur les coulisses du journalisme télé en Israël. Et donc, juste pour le bon déroulement de l'événement, donc on a coupé tous les micros. OK, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire par utiliser le chat en bas de votre écran. Ou bien utiliser l'option lever la main et on va accorder la parole à qui le souhaite. Et voilà, donc je passe la parole à Emmanuel. Merci Yasmine. Merci de m'inviter à cette conférence, m'inviter chez moi pour faire cette conférence. Bonjour à tous. Donc, nous sommes tous dans des conditions un petit peu particulières. Voilà, c'est évidemment la première fois que je donne une conférence par Zoom, certainement pas la dernière. Donc, je vous remercie par avance de votre indulgence si nous rencontrons quelques petits problèmes techniques, mais tout devrait bien se passer. Est-ce que tout le monde m'entend bien, me voit bien? Vous pouvez peut-être juste hocher la tête pour me dire. Ok, très bien, super. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuelle Elbaz Phelps. Je suis née à Paris, début des années 80. J'ai fait mon alia, je me suis installée en Israël en fin 2000, 3 semaines avant la deuxième intifada. Et depuis, donc, je vis en Israël où j'ai fait mes études universitaires et où j'ai commencé ma carrière de journaliste. J'ai commencé en presse écrite et puis je me suis retrouvée un petit peu sans le prévoir en télévision. J'ai commencé à la télé en 2009, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Voilà. Et j'ai commencé comme on le fait en général en Israël, c'est-à-dire vraiment tout en bas de l'échelle. J'étais bookeuse pour la matinale de la chaîne 10 à l'époque, qui est aujourd'hui la chaîne dans laquelle je travaille, appelée la chaîne 13. Mais ça, on ne va pas trop en parler, tous les problèmes, les fusions des chaînes de télé en Israël. Donc, j'étais bookeuse pour une matinale, ce qui veut dire appeler le vétérinaire et lui demander de venir à 6 heures du matin en plateau pour parler de la nouvelle recherche qui dit que les chiens bougent la queue quand ils sont heureux. C'est vraiment le début du métier. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai eu plusieurs postes et je suis donc journaliste depuis quelques années, journaliste de questions internationales pour la chaîne 13 en Israël. Et je présente l'émission Jeux internationaux sur la chaîne de la Knesset, la chaîne parlementaire, qui est une émission hebdomadaire, qui est malheureusement en pause actuellement à cause des problèmes de Corona. Donc, on va un petit peu discuter de ce que c'est qu'être journaliste télé en Israël, comment ça marche. Et je vous propose non seulement de découvrir ce qui est le contenu, comment on le choisit, comment on le travaille, comment on le présente, et puis de parler un peu des aspects techniques de la chose. Comment est-ce qu'une info devient une info télé, devient un sujet télé de 2 minutes 30 ou de 6 minutes par quoi on commence et où est-ce qu'on en finit. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas de Corona, même si j'ai déjà prononcé le mot 3 fois, sauf au départ, un petit peu maintenant. Parce que je vais me servir d'un exemple tout récent pour expliquer un petit peu quelle est en fait l'essence de mon travail en tant que journaliste international. Mais excusez une seconde, j'ai fait tomber ma feuille, donc je me penche la ramasser. Voilà. La journaliste en fait internationale, le journaliste international est chargé de présenter à son public en fait les infos qui se passent dans d'autres pays à l'extérieur. Donc en l'occurrence, pour moi en Israël, c'est informer le public israélien de tout ce qui peut se passer dans n'importe quel pays du monde. Alors on a évidemment nous à la chaîne un correspondant aux États-Unis depuis des années qui est à Washington. Nous avons une correspondante à Paris qui couvre plus ou moins l'Europe. Et puis, moi, je me charge un petit peu de tout le reste du monde, mais aussi de ces parties-là du monde. Et la particularité du journaliste international, c'est qu'il fait un peu tout, du plus léger, par exemple, les enfants de Harry et Meghan, au plus lourd, les catastrophes
humanitaires, les accidents, les grands événements politiques. C'est être réveillé à 2 heures du matin parce que pour la première fois, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, va rencontrer Trump et on va être en émission spéciale toute la nuit. Et puis c'est voilà, courir quand il y a un incendie à Notre-Dame. Ce soir-là, pour la petite anecdote, je sortais du bureau. Il était donc en Israël 20 heures, si je ne me trompe pas, à peu près. Et puis, j'avais rendez-vous avec des amis pour dîner, ce qui est très rare. Et au moment où je vais monter sur mon vélo pour aller au restaurant, je vois une info qui arrive, il me semble, de BFM ou LCI avec les premières images. Je cours, je remonte en courant, j'appelle mon rédac chef en lui disant « Je suis là, je suis dans l'ascenseur, je rentre en studio ». Lui, entre-temps, appelle notre correspondante à Paris qui n'était pas très loin, donc il se retrouve être la première journaliste israélienne devant Notre-Dame, au plus proche de Notre-Dame, au moment où l'incendie étant vraiment à son apogée. Et donc, évidemment, je dis à mes amis que je ne viendrai pas dîner. Lui me dit, c'est bon, on t'attend. Et je lui dis, non, je pense que ce n'est pas la peine d'attendre. Voilà, c'est ça aussi la routine d'un journaliste international, c'est que, enfin, d'un journaliste de manière générale d'info, c'est qu'en fait, notre emploi du temps ne nous appartient pas et c'est l'info qui décide. Et donc, en l'occurrence, l'info en ce moment, c'est le corona et du coup, ça réduit énormément notre travail parce que dans le monde entier, les infos, c'est le corona. Donc, ça réduit au niveau du champ d'information qu'on couvre, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse absolument pas à ce qui peut se passer de light, de léger, des questions de société dans les autres pays, ça nous intéresse beaucoup moins. Par contre, oui, dans tous les pays, on a absolument besoin de savoir où on est la situation au niveau du corona, quelles mesures sont prises et il faut en informer le public israélien. En l'occurrence, la semaine dernière, on parlait énormément en France, comme vous le savez, du professeur Raoult et de ses premières expériences et recherches sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, sujet qui n'avait absolument pas été repris en Israël. Personne n'en parlait, ni du professeur Raoult, ni de la chloroquine. C'est un mot que vraiment je n'avais jamais entendu ici. Donc, puisque je lis évidemment les médias français, j'ai vu que ça prenait des proportions assez extraordinaires et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et en fait, à quel moment on prend un sujet comme ça et on en fait un sujet pour le 20h de ma chaîne, de notre chaîne, il y a pas mal d'étapes à passer d'abord. D'abord, il y a la recherche. Il y a regarder les sujets qui ont été faits en France sur le professeur Raoult et sur ses recherches. Il y a aller voir sa recherche, et la lire son étude, lire les critiques, et puis essayer de comprendre ce qui manque, ce qui intéresse, ce qui est différent. Et à ce moment-là, d'essayer aussi de comprendre est-ce que ça a un intérêt pour le public israélien ou est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît. Je ne suis pas journaliste de questions de santé, donc pour moi, c'est un terrain glissant. Donc, je passe des coups de fil à des chefs d'hôpitaux, à des journalistes santé, à des médecins en Israël pour essayer de comprendre est-ce que la chloroquine est un médicament qu'on connaît en Israël. Et oui, je découvre que non seulement on le connaît, mais on le donne déjà à certains patients malades de Covid-19, sauf que ça ne fait pas partie du protocole officiel qui est donné à ce moment-là, comme en France, ça ne l'était pas encore. Et donc, je comprends que c'est en effet un sujet intéressant. Et donc, j'ai fait un sujet pour le 20h qui présente en fait qui est le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il dit, qui sont ses critiques, quels sont les arguments de ses critiques, en expliquant qu'il y a quand même certaines lacunes dans ses recherches, en tout cas les premières recherches qu'il a présentées. Mais entre-temps, je comprends aussi que donc, le médicament est utilisé en Israël et qu'il est demandé en Israël. Et ça, c'était la semaine dernière. Et hier, arrive à moi 2 lettres, échange entre la société Teva et le ministère de la Santé en Israël, qui en fait annonce que le ministère de la Santé, donc le gouvernement israélien, a demandé à Teva de lui procurer des pilules d'hydroxychloroquine. Ce que Teva accepte de faire, et va donc faire un don de 2 millions de pilules d'hydroxychloroquine à Israël. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un scoop.
de présenter ça avant tout le monde, être la seule à avoir cette information et de le présenter aux 20h de la chaîne de télé. Et là rentre le problème technique. À ce moment-là, moi, je suis chez moi, à la maison, pas maquillée, en pyjama, parce qu'on est tous en pyjama en ce moment, il faut dire les choses comme elles sont. Et j'appelle mon rédac-chef, je lui envoie les lettres, évidemment sans révéler ma source qui m'a envoyé ces lettres. Je barre au marqueur noir les choses qui ne doivent pas être vues dans ces lettres, que je suis la seule à avoir vues. Et je lui dis, voilà, c'est vraiment un scoop, je suis la seule à l'avoir, il faut publier ça. Il est 3 minutes avant le 20h. Tout de suite, il me dit, t'es où? Je lui dis, bah, à la maison. Tu peux te brancher en live, en direct. Et alors, en ce moment, en fait, on a tous, nous les journalistes, et pas qu'en Israël, je pense dans le monde entier, mis en place un système grâce à une application qui existe sur les téléphones, tout simplement, mis en place un système de diffusion en direct. Mais c'est quand même très technique, c'est juste une appli sur un téléphone, mais ça passe par une centrale technique à la régie, dans la chaîne. Et donc, c'est pas si simple à mettre en place. Et le problème, moi, c'est que mon téléphone, hier, n'a pas réussi à se connecter. Donc, impossible de passer en live et de parler avec mon micro et de présenter donc, mon micro qui est là, hein, toujours à portée, voilà, avec le logo de la chaîne. Donc, impossible de passer en live avec mon micro et de présenter mon scoop. Mais donc, on fait ça par téléphone dans ces cas-là. Voilà. Donc, je suis passée par téléphone avec ma petite photo en bas à droite pour présenter cette information qui aujourd'hui a fait une page complète dans un des éditoriaux en Israël. Et en fait, l'histoire, c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'une info qui, moi, m'intéressait à la base, ce qui se passait en France en tant que journaliste international, je vois que ça fait les gros titres en France, donc je m'y intéresse, je le présente au public israélien, quelqu'un en Israël voit que le sujet m'intéresse et donc m'envoie à moi ces lettres qui prouvent que le gouvernement israélien s'intéresse au moins à l'hydroxychloroquine au point de demander 2 millions de pilules à Teva. Donc là, voilà, c'est la boucle est bouclée. Donc ça, c'est une façon d'avoir des infos qui arrivent aux 20h, sachant que des infos aux 20h, ça peut être moi assise en plateau qui présente l'info en 40 secondes, ça peut être moi au téléphone, ça peut être aussi, et c'est plus généralement le cas, un sujet de 1 minute 40 à 2 minutes 30. Alors, comment on fait un sujet d'1 minute 40 à 2 minutes 30? Alors, pour ça, d'abord, très souvent, on ne peut pas le faire quand il n'y a pas d'image et quand il n'y a pas de son. Parce qu'on est en télé, on n'est pas en presse écrite et on n'est pas en radio. Et je vous donne un exemple. Il y a 2 jours, on me dit, voilà, il y a énormément de problèmes d'antisémitisme et de théories conspirationnistes autour de la corona. Il faudrait qu'on en fasse un sujet, notamment aux États-Unis. En fait, il n'y avait aucun élément visuel intéressant à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas fait de sujet. Et alors, on a plusieurs outils, nous, les journalistes, avec lesquels on travaille pour pouvoir monter des sujets et avoir des images. Je vais essayer de vous en montrer un qui est vraiment essentiel. Je vais faire un partage d'écran. Alors, que je ne me trompe pas, comment on fait ça? En fait, il faudrait que j'aille sur... Voilà, c'est là qu'il faudrait que j'aille là. Attendez, hop. Donc, c'est là que je veux aller. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Alors, ça s'appelle Reuters. Vous voyez ma souris? Reuters Connect? Faites-moi juste un petit oui de la tête, si vous le voyez. Très bien. Alors là, donc on est sur une page qui s'appelle Reuters Connect. Reuters, AP, CNN News Source, AFP sont des agences de presse avec lesquelles les chaînes de télévision, les journaux ont des contrats, hein, tout simplement, et qui nous permettent de faire plusieurs choses. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est Reuters Connect. Reuters Connect, il a d'abord un texte. Les textes, ça nous permet tout simplement d'avoir des infos en continu. Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver là, par contre, parce que je ne vois plus du tout ce que je fais. Alors, ah oui, c'est là, d'accord. Pardon. Donc, ça sont les infos. Par exemple, voilà, je veux lire ce qui se passe en Autriche. Les supermarchés distribuent des masques. Et donc là, j'ai tout simplement un texte avec des infos. Ça, c'est le premier outil.
Mais Reuters, ce qui est plus intéressant pour nous, les télés, c'est les vidéos. Et les vidéos, ça va être des sons. Voilà, par exemple, un nouveau robot italien qui permet aux docteurs de tenir leur distance. Donc, j'ai ici l'image. Je passe rapidement. Avec des sons, des gens qui parlent. Et puis, j'ai en dessous la description. La description, qui parle, comment s'appelle la personne. Voilà, ça c'est Tommy le robot, la personne qui parle. Hein. Comment s'appelle la personne, ce qu'elle dit, etc. Alors ça, moi, j'ai le droit de m'en... Alors, comment on arrête le share? Comme ça, stop share. OK. Donc, en fait, ça, cet outil, alors on a Reuters, on a AP, on a CNN. Nous, personnellement, à la chaîne, on n'a pas AFP, mais d'autres chaînes l'ont. Ça dépend de chacun ses contrats. Et donc, ces outils nous permettent de monter des sujets. C'est-à-dire que pour monter un sujet, il me faut et l'info, et l'image, et le son. Et ensuite, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive la voix off qui raconte l'histoire et qui va mener d'un côté à l'autre et qui va connecter entre les différents sons. Alors, excusez-moi, je vous remets juste, voilà, ça, le chat de ce côté-là. J'entends un fond sonore. Est-ce que c'est moi et mon ordinateur ou est-ce que c'est un des micros qui est ouvert? Yasmine? Attendez, excusez-moi un instant. Je crois que j'ai laissé en fait... Tous les micros sont fermés. Hein. Les micros sont fermés. Donc, c'est moi qui ai laissé voilà, Reuters ouvert. Et c'est pour ça que j'avais un fond sonore. Pardon. Voilà, je reviens. Alors, ces dernières années, donc, quand j'ai commencé en 2009, la télé... on avait Reuters, on avait AP. On rentrait dormir chez nous le soir à la fin de la dernière shift à minuit. On se réveillait à 6 h du matin. Et puis à 6 h du matin, on regardait ce qui s'était passé de minuit à 6 h. Et puis on essayait de, voilà, dans le monde, aux États-Unis et dans les différents pays avec d'autres fuseaux horaires. Et on essayait de rattraper les 6 heures passées. Sauf qu'aujourd'hui, on a Internet, on a Twitter, on a Facebook. Alors, l'avantage, c'est qu'on a accès à tout le temps. Le désavantage, c'est que du coup, on n'a jamais de répit, en fait. On ne peut jamais dire, là, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas de sources, on n'a pas d'agence de presse. C'est la nuit, les Américains dorment. Il y a toujours un pays réveillé. Il y a toujours une info quelque part dans le monde. Ça ne s'arrête jamais. Alors ça, donc l'avantage de Twitter et des chaînes info, c'est qu'on a quand même accès 24 heures sur 24 à tout ce qu'on veut tout le temps. On peut prendre les images des chaînes étrangères, que ce soit CNN, Fox, BFM, LCI, je sais pas, les sites internet El País, enfin un peu tout. On a des accords sous certaines conditions et ça nous permet de faire des sujets. Évidemment, en plateau, chaque journaliste a une oreillette et a un micro et on a un contact avec la régie, ce qui nous permet de savoir si on doit arrêter de parler tout de suite ou si on peut continuer encore 20 secondes. Ça, c'était sur les côtés un peu techniques. Maintenant, sur le contenu qui est, à mon avis, plus intéressant, si quelqu'un a une question ou quelque chose, il peut lever la main ou me faire un signe. Donc, sur le contenu qui est, à mon avis, plus intéressant, en fait, on peut se poser la question, à quoi sert un journaliste aujourd'hui quand justement, on a Twitter, on a accès à toute l'info, partout, tout le temps, et qu'en réalité, voilà, on a Internet, on n'a plus besoin d'attendre 20 heures pour savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, je crois que l'importance du journalisme, en fait, la première importance, c'est faire le tri, et ça l'a toujours été, parce que on n'est pas toujours conscient de ce qui est vrai, de ce qui est faux dans les messages WhatsApp qu'on reçoit. J'imagine que vous avez tous reçu le message vous annonçant qu'une source très haut placée au Sénat, qui a un ami très proche, m'annonce que demain l'armée sera dans les rues. Hein, j'imagine que vous avez tous eu un message qui ressemble à ça. Il est très difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et les journalistes, en général, sont là justement pour ça, pour vérifier les infos. Et alors, vérifier les infos, m'excusez, je regarde mon téléphone parce que justement, on ne sait jamais, mais tout va bien. Vérifier les infos, c'est quelque chose, on en est beaucoup plus conscient aujourd'hui en 2020, mais ça a toujours été le cas en fait. Je vous donne un exemple, on devait être en 2012,
J'arrive à la chaîne le matin vers 10 heures, hein, parce que les journalistes, ils ne commencent pas à 8 heures du matin non plus. Ils commencent avec leur café et leur téléphone et leur… peut-être même, bon, je vois Michael Bloom, qui est journaliste à l'AFP, qui me fait un signe de tête. Alors, si on commence tôt, mais on ne commence pas tôt à la rédaction. Donc, j'arrive vers 10 heures et le rédacteur en chef me dit « Emmanuel, il y a une histoire incroyable. Il y a un gamin de 4 ans en Belgique, à Anvers, qui est le plus jeune joueur de foot qui à avoir signé un contrat professionnel au monde. » Je dis « Ah d'accord, ok. » Il me dit « Il faut faire un sujet pour le 20h. C'est très sympa, on fait un petit 2 minutes pour la fin du 20h, ça détend les gens. » Je dis « Ah, très bien. » Donc, je cherche des infos, je cherche des images. Je vois qu'en effet, il y a un sujet sur lui, sur l'équipe, sur ABC Sport aux États-Unis, enfin partout, énormément de sites et de chaînes info. Et donc, je me dis, ce qui peut être sympa, c'est tout simplement passer un coup de fil au club de foot qui lui a fait signer ce contrat. Donc, je cherche le numéro de téléphone du club de foot. Je trouve un téléphone en Belgique, à Anvers. J'appelle. Je tombe sur un monsieur qui parle flamand, qui ne parle pas français, qui parle très peu anglais. Et en fait, je comprends qu'il s'agit du grand-père du petit garçon de 4 ans, qu'il ne s'agit absolument pas d'un club de foot professionnel, mais d'un centre aéré pour petits footballeurs de 9 à 10 ans. Et que le petit garçon de 4 ans, il n'est pas du tout joueur professionnel, mais ses parents ne peuvent pas le garder pendant les vacances. Donc, il l'emmène chez papy, passer quelques heures au club de foot. Et donc là, je viens voir mon rédacteur en chef et je lui dis, écoute, c'est pas ça l'histoire en fait. Ils se sont trompés. Il me dit, comment ça, ils se sont trompés? Ils se sont trompés. Je dis, mais quoi, l'équipe, Le Monde, ABC, tout le monde s'est trompé? Il dit, bah oui, parce qu'apparemment, ça a commencé par un journaliste qui a publié cette histoire et le reste qui a fait ce qu'on appelle copy-paste sans passer le coup de fil en fait au club de foot. Et je ne l'ai pas fait pour démonter le sujet. Je l'ai fait parce que je me suis dit que, bon, puisque voilà, c'est un club qui est en Belgique, on pourrait avoir une petite intervention même par téléphone du propriétaire du club et ça rajouterait quelque chose au sujet. Et je me rends compte que l'histoire, en fait, n'existe pas. Et donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on ne fait pas toujours, mais qu'on est obligé de faire en réalité. Un journaliste, pour publier un sujet, il est censé, par définition, avoir 2 sources qui n'ont aucun lien l'une avec l'autre et qui lui donnent la même histoire ou qui lui confirment la même histoire. Ça fait partie des règles d'éthique. Et le catch, c'est un peu ça. C'est qu'en réalité, le journaliste, c'est un petit peu comme… alors vous allez me dire c'est présomptueux, mais pour moi, je prends ça au sérieux un peu comme un médecin. C'est-à-dire que si je mens et que je dis que oui, j'ai 2 sources ou que j'ai vérifié mon histoire, a priori, personne ne peut le savoir. Sauf si, évidemment, je publie une grosse fake news et que ça s'est révélé. Mais ça dépend de moi, en fait, de respecter ma propre éthique en général, ce que j'essaye de faire, parce que je pense que c'est la base du métier. Et que quand on travaille avec des sources, on va arriver aussi à ça, à partir du moment où une source se rend compte qu'elle ne peut pas nous faire confiance, on ne va pas travailler très longtemps en réalité. Ça va vite s'arrêter. Et dans le même registre, un autre exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il me semble que c'était en 2013, décembre 2013, une histoire qui est publiée un peu dans tous les médias israéliens, l'histoire qui fait scandale. Au Parlement européen, on utilise pour nettoyer comme produit ménager, on utilise du cyclone B. Alors là, je reçois un papier incendiaire, ce qu'on appelle je ne sais pas comment ça s'appelle en fait en français, un papier de porte-parole d'un représentant, enfin, d'un communicant, de quelqu'un, d'un pro de la communication qui nous envoie aux journalistes quelques phrases pour nous intéresser au sujet en disant c'est scandaleux, le Parlement européen fait utiliser du cyclone B, un produit qui s'appelle le cyclone B, la communauté juive est outrée, c'est très grave. Ça me paraît gros quand même. Alors, vous voyez un peu à quoi ça ressemble le cyclone B, les produits à l'époque. Alors, je vous montre ça. J'ai une petite photo. Il s'agit donc de ça, hein, de produits ménagers, ceux-là. Voilà. Vous voyez, écrit cyclone B. Et puis, je vois que c'est cyclone B. Alors, B en français, vous savez, c'est bio.
de suite, ça me met la puce à l'oreille. Je me dis peut-être que l'histoire n'est pas exactement celle qu'on nous présente. Et donc, je passe un coup de fil au Parlement européen et je décide donc d'appeler les personnes là-bas qui sont en charge du nettoyage et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et aussi, Yasmine, dites-moi si le son de mon ordinateur est... Je vais faire un partage. J'espère que le son de mon ordinateur donc, est bien, que vous allez pouvoir entendre. Donc, je téléphone à la personne qui s'occupe de l'intendance du Parlement européen et je lui demande pourquoi est-ce qu'ils font l'utilisation de cyclone B. Sachant que, je n'ai pas mis ça dans le contexte, mais le cyclone B fait donc penser à la communauté juive, ou en tout cas aux personnes qui nous alertent de cette histoire, fait penser au cyclone B, donc évidemment le gaz utilisé par les nazis. C'est une gamme depuis des années qu'on commercialise en France, la gamme Cyclone, c'est le nom d'une tempête en français. Et le B, c'est pour notre gamme biodégradable, donc ça n'a absolument rien à voir avec de l'allemand déjà, puisque Cyclone apparemment c'est en allemand. Pour éviter tout malentendu auprès des gens qui ne parleraient pas bien le français, on va quand même lui changer de nom. Et voilà, il n'y a pas d'histoire en fait. Voilà, il n'y a pas d'histoire en fait. Et donc ça, c'était un coup de fil. C'est pareil, c'est des choses qui se vérifient. J'ai eu le droit à pas mal de coups de fil incendiaires de collègues qui l'avaient publié israéliens c'était pas leur faute, parce qu'à partir du moment en plus où ce genre de choses sont publiées par des grandes agences, on considère que ça a été vérifié en amont, et très souvent, nous, en tant que journalistes internationaux, notre boulot, c'est pas forcément d'aller chercher l'info, mais plutôt de la ramener à notre public. Mais il faut toujours faire attention. Voilà, donc ça, c'était un aspect du journalisme international qui demande quand même un travail de fond, et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de la deuxième casquette, qui est aussi journaliste d'investigation. Est-ce que vous voulez 2 secondes faire une pause? Quelqu'un a une question avant, ou est-ce qu'on continue, on garde les questions pour la fin? Je continue. OK. Donc, ma deuxième casquette, c'est journaliste d'investigation. J'ai été l'auteur d'un film il y a 3 ans qui s'appelle Le casse du siècle, qui parlait donc d'une grosse affaire d'escroquerie dont vous avez dû entendre, avec en l'occurrence quelqu'un du nom d'Arnaud Mimran qui est aujourd'hui en prison en France. Une escroquerie qui a coûté énormément d'argent au fisc français et en Europe aussi. Et alors, je ne vais pas vous reparler du film, mais je me sers de ça pour vous raconter un petit peu quel est le travail d'un journaliste d'investigation. Ça commence par quelqu'un qui nous donne une info, qui nous parle d'un sujet, un article qu'on lit dans un journal, ce qu'on appelle un lead. Un lead, c'est un petit bout d'information, et puis il faut commencer à tirer comme ça la pelote de laine et essayer de chercher un nom, un lieu, une info, quelqu'un à qui parler, un document. C'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, voilà, en démêlant un peu tout ça, on s'est retrouvé à la fin avec un film de presque 2 heures, sachant que c'est très compliqué d'avoir un film d'investigation de 2 heures, parce que chaque mot qui est prononcé doit en fait être appuyé par des sources écrites. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un me dit on est monté en avion à ce moment-là et on avait 100 millions en cash, d'accord. La personne était dans l'avion, elle le dit, c'est elle qui le dit, c'est elle qui l'avance, je peux le publier, je peux la laisser dire. Si la personne me dit, je sais qu'ils sont montés dans l'avion et ils avaient 100 millions en cash, ça, c'est passable d'attaque en diffamation. Et la personne qui se fait attaquer, c'est moi à ce moment-là, ou la production, parce que c'est nous qui l'avons publié sans le vérifier. Pour pouvoir vérifier, pour pouvoir laisser la personne dire ça à l'écran, sans qu'il soit lui la première source de l'information, il faut que j'ai un papier, par exemple, tout simplement l'enquête policière, où, en effet, dans l'enquête policière, les choses sont dites et écrites noir sur blanc. Même sans le publier. En France, d'ailleurs, on n'a pas le droit de publier des documents des enquêtes policières. En Israël, on a le droit. Donc, tout ça, ça doit vraiment être ce qu'on appelle béton. Et c'est pareil, on ne peut pas diffuser, par exemple, les images
personnel, je sais pas, filmé par un iPhone chez quelqu'un dans une fête de famille sans avoir l'autorisation de le faire. Sinon, on est attaqué pour droit d'auteur ou pour violation de vie privée ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais donc ça, ce sont des choses qu'il faut absolument cadrer. Et il faut donc, ça demande beaucoup de travail en fait. Ça demande de parler aux gens, de les convaincre, de leur expliquer pourquoi. Et puis la chose la plus difficile dans l'investigation en fait, c'est de demander aux gens de nous faire confiance. Parce que moi, mon conseil, de manière générale, le conseil que je donne par exemple à mes proches, à ma famille, c'est si un jour un journaliste vous appelle, vous raccrochez le téléphone. Tout de suite, sans demander on parle de quoi, pourquoi, non mais je ne sais pas, je n'ai rien à dire, vous raccrochez le téléphone. Ne jamais parler à un journaliste. Alors évidemment, je ne devrais pas dire ça, c'est pas dans mon intérêt, mais il faut faire attention à ce qu'on dit toujours, on ne sait pas toujours ce qu'on dit. Et d'un autre côté, il faut aussi faire confiance au journaliste qui est en face. Et la seule raison de lui faire confiance, c'est que si on ne lui fait pas confiance, on ne lui fera plus confiance et le journaliste ne travaillera plus tout simplement. Moi j'ai interviewé des gens qui m'ont accordé une interview tout simplement sous condition que leur visage a été caché et leur voix altérée, et qu'il n'y avait aucun moyen de les reconnaître. Évidemment, j'ai tenu ma parole. Et après ça, on me demande leur nom jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des collègues, des amis, de la famille, je ne donne pas le nom. C'est quelque chose d'évident. Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons fait un sujet sur un pédophile américain qui s'est caché en Israël en changeant de nom, d'identité. Et après la diffusion du sujet, une de ses victimes, des années plus tard, a été portée plainte. Je suis en vacances l'été dernier en France. Je reçois un coup de fil de ma chaîne qui me dit « C'est très urgent, la police est là. Il leur faut toutes les rushs de l'interview que tu as filmée avec la jeune fille qui a porté plainte. » C'est pas possible. La jeune fille a été floutée, sa voix a été altérée, je n'ai pas donné son nom, elle a accepté de diffuser des choses très particulières. Oui, mais la police, justement, veut confronter sa version, puisqu'elle a été portée plainte avec l'interview qu'elle t'a donnée, pour prouver qu'elle dit bien la vérité, que c'est concordant, et donc pouvoir avoir un dossier beaucoup plus accablant contre son attaquant. Et donc je dis, je comprends bien, c'est dans l'intérêt de la victime, mais moi, la victime, elle a un accord avec moi, j'ai un accord avec elle, je lui ai donné ma parole. Si la police a un papier à montrer disant qu'en effet, elle a donné son accord signé, je veux bien. Si elle m'appelle, je veux bien, je vais essayer de l'appeler, sinon, non, il n'en est pas question. Au moment où j'ai cette discussion en fait, avec ma rédaction, la police est dans la rédaction, est dans les bureaux, et demande, là maintenant, les images. Ce qu'on n'a pas fait. On ne leur a pas donné. Je n'ai jamais eu l'accord de la victime, même si en effet, ça devait jouer en sa faveur. Mais non, il n'était pas question que je donne ces images alors qu'elle avait ma parole. Voilà. Donc ça c'est tout simplement parce que si ça se passe très vite, hein, une mauvaise les bonnes critiques passent, les mauvaises critiques passent beaucoup plus vite. Donc faut respecter son métier aussi. Voilà, donc le journalisme en fait aujourd'hui je pense, et c'est surtout sur ça que je voulais venir et reprendre la question que j'ai posée il y a quelques minutes, quelle est la différence entre Twitter et entre le journalisme, c'est voilà, la vérification d'informations et recouper les sources aussi, parce qu'on ne peut pas avoir une opinion, enfin une opinion c'est une opinion d'abord, hein, un fait c'est un fait. Mais il faut recouper les sources, il faut les vérifier. Chaque source n'a pas le même poids. Il faut essayer de comprendre quand la personne nous donne une information ou l'organisme qui nous donne une information, pourquoi, quel est son intérêt, qu'est-ce qu'elle veut y gagner, est-ce qu'elle nous manipule, parce que très souvent elle nous manipule aussi. Et puis il faut savoir ce qu'on présente au public, sachant que le travail d'un journaliste télé aussi, c'est de simplifier. C'est de simplifier parce que on ne peut pas mettre en 2 minutes 30 toute la recherche du professeur Raoult, toutes les critiques à son égard et la position du gouvernement israélien face à ces médicaments.
je vous donne un dernier exemple de mon travail qui me permet de mettre en avant quelques différentes techniques de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez en France l'émission qui s'appelle MasterChef, l'émission de télé-réalité où on cuisine. Oui, vous l'avez, ok. Alors, il ne faut pas dire ça, je sais, mais je ne cuisine pas beaucoup. Donc, je m'intéresse très peu aux émissions de cuisine, si ce n'est du tout. Et en fait, il se trouve qu'en Israël, il y a quelques mois, il y a eu une émission, MasterChef, la dernière saison. Une Française s'est présentée, elle s'appelait Vanessa, une Française qui a fait son aléa, et elle a gagné. Et c'était vraiment une star. Elle crevait l'écran, c'est des plats magnifiques, elle a un petit accent, une voix aiguë, enfin, vraiment, elle a crevé l'écran. Et moi, le soir de la finale, en fait, je zappais, je me posais la question si j'allais regarder Netflix ou si j'allais regarder la télé et qu'est-ce que je regarderais, mais ce ne serait pas MasterChef. Et à ce moment-là, je vois derrière elle un visage que je reconnais. Et en fait, le visage que je reconnais, c'est le visage de son mari. Et je reconnais le visage de son mari parce qu'il se trouve que, en fait, c'est un des protagonistes de l'affaire que j'ai couvert quelques années avant, le casse du siècle. Donc, c'est un homme qui est recherché par la justice en France, absolument pas en Israël. Et là, je me dis, un homme recherché, condamné à 2 reprises en France, qui se présente en prime time à la télé à 21h sur la plus grosse chaîne israélienne avec le plus gros taux d'audience, ça me paraît dingue. Donc, pour être sûr de moi, parce que c'est quand même... là, il faut faire attention, hein, on ne va pas publier ce genre de choses sans être sûr à 100%. Là, il y a tout un processus. D'abord, comment je sais à quoi ressemble cette personne? Parce que moi, quand j'ai travaillé sur le casse du siècle, j'ai eu accès à son nom, à ses dossiers, à ses condamnations. Donc, je connais la personne, je sais quel a été son poids et sa part des choses dans les affaires. Mais je n'avais jamais vu sa photo, je ne l'avais jamais rencontré, je ne sais pas à quoi il ressemble. Sauf qu'entre le film Le casse du siècle et la finale de MasterChef, se passent quelques années. Et il y a à peu près un an, un collègue à moi, qui est le journaliste économique de la chaîne, vient me voir et me dit « Emmanuel, je fais un sujet sur une affaire d'immobilier qui a complètement éclaté à Tel Aviv parce que l'un des investisseurs principaux, quelqu'un qui aurait acheté 20 appartements dans cet immeuble, en fait, les banques ont gelé l'affaire en disant qu'il avait eu une participation au casse du siècle, donc à cette escroquerie. Voilà, est-ce que tu connais telle personne? Et est-ce que je dis oui, je connais le nom, bien sûr, je sais exactement qui c'est. Il me dit, alors est-ce que tu n'aurais pas une photo de lui? Parce que je vais faire un sujet donc de 2 minutes 30 à la télé qui parle de lui, ou en tout cas une partie parle de lui. J'ai aucun visuel, j'ai personne à qui montrer. Et là, donc, ça repart à ce que je vous disais au départ. On est en télé. Si on était en journal, bon, on préfère avoir une photo, mais ce n'est pas dramatique. Si on est en radio, évidemment, on n'a pas besoin d'une photo. Mais en télé, on est obligé d'avoir une photo de quelqu'un dont on parle plus d'1 minute, même si on n'en parle que 30 secondes. Et donc, je lui dis, oui, ce n'est pas un problème. Tu sais, des fois, vous ne pensez pas à faire passer google.com sur google.fr, donc vous n'avez pas les mêmes résultats. T'inquiète pas, je vais regarder ça en français, puisque je parle français. Il n'y a pas de problème, je peux faire la recherche à ta place. Je ne trouve absolument pas de photos sur Google. Rien. La personne était inexistante. Aucune photo, aucune vidéo, rien. Et là, à ce moment-là, en fait, je passe quelques coups de fil à plusieurs sources, des gens avec qui je suis en contact, et je leur demande, est-ce que quelqu'un a la photo de telle personne? Et on m'envoie donc sa photo, que je publie. À ce moment-là, que je donne à l'autre journaliste sur une des photos, d'ailleurs, il y a la femme qui devient 1 an après la finaliste de MasterChef, mais à l'époque, on floute son visage parce qu'elle n'a rien à voir dans l'affaire, donc on ne veut absolument pas la mettre en avant. On ne la connaît pas. Et donc, 1 an après, quand je vois à la télé cette personne, je le reconnais parce que j'ai obtenu sa photo 1 an avant. Son nom et ses affaires, je les connais parce que je les avais dans le dossier 2 ans avant. Et il y a encore un petit problème. Il a un frère jumeau. Et donc, il faut que je sois certaine qu'il ne s'agit pas du frère jumeau, mais de la bonne personne. Et sa femme, pendant toute l'émission, ne l'appelle pas par son prénom français, l'appelle par son prénom israélien. Certainement pour ne pas mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Elle ne se présente pas d'ailleurs sous son nom
de femme mariée pendant l'émission, mais sous son nom de jeune fille. Et en fait, j'ai recoupé, j'ai retrouvé une interview qu'elle a donnée où elle a donné son nom. 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Tout recoupé. Et tout ça, je le fais. Tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, de faire des recoupes pour être sûr de ce que j'ai en main et de qui est la personne. Je ne me trompe pas sur son identité, etc. Et j'avance pas, voilà, il faut que je sois sûre qu'en effet, il a été condamné de 2 fois en France. Et pour en être sûr, il faut avoir les papiers de la condamnation. Ce n'est pas parce que ça a été écrit quelque part dans le Nouvel Obs ou je ne sais pas où que c'est vrai. Bon, j'imagine que oui, c'est vrai, mais moi, personnellement, mon boulot de journaliste, c'est aussi d'amener les preuves premières. Et donc, tout ça, je le fais avant de passer un coup de fil à mon rédac chef et de lui dire, bon, bah voilà, là, il y a un sujet. Voilà. Donc, en fait, le journalisme en Israël n'est pas très différent du journalisme en France ou dans un autre pays. La grosse différence, c'est peut-être les budgets qui sont mis à disposition. Ça varie évidemment d'un média à l'autre. On a un avantage en Israël, c'est qu'on sait faire beaucoup avec peu. Et en général, on a tous eu l'occasion, la chance, je pense vraiment que ce soit une chance, de passer par plusieurs étapes dans notre carrière et de commencer vraiment au bas de l'échelle, ou en tout cas à un poste complètement différent de celui qu'on occupe aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça permet d'apprendre et des techniques et de se tromper et de faire ses armes jusqu'au moment où on est en poste qu'on occupe actuellement et on continue tout le temps voilà, à apprendre et à essayer d'évoluer et de s'améliorer. En tout cas, c'est mon cas. Je crois que c'est le moment de vous laisser du temps pour les questions. Moi, je veux bien poser une question. Alors, je triche un peu parce que du coup, j'ai ouvert mon micro. Ouais. Alors, en fait, moi, je t'ai vu pour la première fois par pur hasard dans une émission avec Avri Gilad. Justement, c'était sur le sujet de ce qui se passait en France avec l'incendie de Notre-Dame. Et puis, il y a eu un clash sur le plateau. Et, euh, et je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu un truc comme ça en France. Ah Euh, bon? ouais, enfin, en tout cas, la façon, parce que en fait, tu étais chroniqueuse, je crois. Bah, j'ai été exactement ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que tu veux finir la question ou tu veux que j'explique Ouais. en fait ce qui s'est Non, passé? je finis vite fait. Et donc, non, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant parce en fait, moi, je te voyais comme une chroniqueuse de son émission et tu l'as complètement remis en place. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est assez balèze. Et d'ailleurs, après, bah, du coup, je t'avais cherché sur Google, je t'avais envoyé un message. J'avais vu que tu étais française aussi. Et donc, et ouais, j'aurais bien aimé un petit mot sur ce qui s'était passé et si c'est quelque chose qui se passe souvent, ce genre de clash. Je t'ai répondu quand tu m'as envoyé un message? En général, je réponds. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, je ne pense pas que tout le monde sache qui est Avri Gilad, donc je vais juste expliquer en quelques mots. Avri Gilad, c'est le présentateur de la matinale de ma chaîne, de la 13. Ce que je vous ai dit vraiment tout au début, c'est que en fait, moi, je travaillais pour la 10 et la 10 a fusionné avec la 13. Et dans la fusion, ce qui s'est passé, c'est que la 13, qui était une chaîne de divertissement avec un journal d'info de 20 heures, en fait, la 13 est restée cette même chaîne et notre compagnie d'information, qui était à la 10, est devenue la compagnie d'information de la 13. Donc, en fait, les journalistes d'info participent un peu à toutes les émissions de la chaîne. Donc, Avri Gilad, en fait, en réalité, c'était devenu un collègue déjà à l'époque. On n'était pas physiquement dans les mêmes bureaux, on n'est pas amis personnellement, mais il m'invitait régulièrement sur son émission pour commenter des sujets de l'actualité internationale. Ce qui est mon boulot, hein. Je viens en plateau, qu'est-ce que Trump a dit hier, pourquoi ça a une importance, etc. Et donc, j'ai une chronique de 2, 3, 5 minutes où j'explique, je présente des sons, voilà. Je remets les choses dans un contexte. Avri Gilad m'a invité pour parler, pas du tout de Notre-Dame, et les gens ne s'en rappellent absolument pas, en fait, pour parler des attentats au Sri Lanka. C'était le lendemain matin des attentats au Sri Lanka, et je suis venue pour expliquer où en était l'enquête, qu'est-ce qu'on en savait, qui étaient les victimes, enfin vraiment les faits à chaud.
Donc, c'est une matinale, c'est très tôt, c'est du 6-7 heures du matin. On est en très bon contact, lui et moi, c'est-à-dire que très cordial, on n'est pas amis, mais on n'est absolument pas... on n'a jamais clashé, il a toujours été très agréable avec moi, très gentil. Je dis ça parce qu'il a une réputation de quelqu'un un peu compliqué, mais avec moi, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, il m'a toujours mis très à l'aise. Faut savoir, pour la petite histoire, et ce que je ne savais pas moi, en tout cas, j'en étais pas consciente à ce moment-là, parce que quand tu me dis que ça a fait un clash énorme, je ne l'ai pas ressenti du tout comme ça sur le plateau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avri Gilad, en réalité, c'était une des premières personnes en télé en Israël quand il y avait une seule chaîne de télé. C'était un jeune, c'était la star des ados, c'était lui-même un ado. Et donc, énormément de gens de ma génération et même plus âgés, vraiment, ont grandi avec lui et sont fans, même sans continuer à accrocher avec ses idées qui ont évolué aujourd'hui, mais l'admirent ou en tout cas ont un attachement sentimental à cette personne et à sa personnalité télé. Ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai grandi en France. Donc, j'ai très peu de personnes en télé en Israël avec qui j'ai une accroche. Je n'ai pas de Michel Drucker, moi, en Israël, en fait. Voilà. Vous voyez, on n'a pas, j'ai pas ce truc, quoi. Et donc, mais je respecte, hein, c'est juste que j'ai presque, j'en ai un ou deux, mais j'ai presque aucun présentateur de télé en Israël qui sont des stars. Parce que je n'ai pas grandi en les regardant à la télé. Et donc, Avri Gilad, donc, je commence en expliquant ce qui se passe au Sri Lanka, en expliquant les attentats. Et il me coupe en disant qu'il y a énormément de musulmans et de chrétiens qui vivent des tensions en ce moment dans le monde, notamment en Europe. Il y a énormément de tensions entre les chrétiens et les musulmans. Et il me dit notamment en Europe et en France, quand on voit ce qui se passe avec les églises. Et là, on était une semaine ou deux, 10 jours après Notre-Dame. Les théories conspirationnistes sur les musulmans ont mis feu à Notre-Dame commençaient déjà à courir en France. Et donc, je comprends tout de suite où est-ce qu'il veut en venir. Et je le coupe en lui disant, tu fais référence à Notre-Dame? Il me dit oui. Et je lui dis, juste pour être clair, ce n'est pas un incendie volontaire. Il s'agit, selon les enquêtes de l'enquête préliminaire, donc d'un court-circuit. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu en sais? Et je lui réponds, il y a une enquête de police préliminaire. Il me dit, je ne les crois pas. Tu ne crois pas qui? Je ne crois pas la police en France, je ne crois pas les juges en France. Ils mentent, ils cachent la vérité. Ils ne veulent pas dire quand les musulmans violent des femmes. Ils ne veulent pas dire quand les musulmans mettent le feu aux églises. Et donc, ça, en fait, moi, je ne viens pas clasher avec lui, mais de façon tout à fait normale. Je fais mon boulot. Mon boulot, c'est d'amener des faits. Et les faits, c'est que ça, c'est du n'importe quoi. Donc, je lui dis, ça, c'est pas vrai. Non, il y a une enquête préliminaire qui dit que tac, 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 et on va repartir sur le Sri Lanka parce qu'on parlait de ça, et donc je continue en parlant du Sri Lanka. Pour moi, ce n'était pas du tout un clash, mais après, oui, ça a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Bon, c'était les vacances aussi, hein. C'était une période de fête, donc il n'y avait pas grand-chose dans l'actualité, donc ça a pris beaucoup d'ampleur. Après, ce qui a un petit peu fait dégénérer le truc, c'est que j'ai été contactée pour donner des interviews, je n'ai pas voulu en donner. Il a été contacté pour donner des interviews radio-télé, il en a donné énormément. Moi, je n'ai rien dit, jusqu'au jour où il m'a attaqué à plusieurs reprises, y compris dans un journal, dans le premier journal israélien, sur un supplément du week-end, en expliquant que j'étais un robot politique correct, que j'avais aucune capacité de réflexion personnelle et que j'étais du mauvais côté de l'histoire, je ne sais plus quoi d'autre. Et donc, j'ai fait un très long post sur Facebook où j'ai repris en fait toutes ces affirmations dans ce même journal où il m'attaquait, où il reprenait ces affirmations sur 16 églises ont été mises à feu par des musulmans l'année dernière en France. Et j'ai cherché d'où il sortait les choses dont il parlait. Et j'ai compris qu'il avait des sources qui étaient des sites conspirationnistes français, traduits en anglais, etc. Et en fait, j'ai juste démonté chacune de ces affirmations en allant chercher plein de sources et en recoupant, en montrant que cette église, elle n'est pas en France. Celle-là, on ne l'a jamais mise à feu. Celle-là, c'était il y a 5 ans. Celle-là, c'est telle personne qui a été arrêtée, qui a déclaré qu'il a fait ça pour ça. Enfin, voilà. Et en fait, il a affirmé aussi dans l'interview que les musulmans venaient, que les musulmans venaient de leur pays d'origine pour violer les femmes en Europe. Et donc, à ça, j'ai écrit que c'était tout simplement une affirmation raciste. Et donc, oui, ça a fait les gros titres que Emmanuel, la journaliste très peu connue par rapport à Avri Gilad, a osé appeler le présentateur phare raciste. Voilà.
J'en ai jamais autant parlé depuis. Hein. C'est quelque chose, je refuse d'en parler en général parce que je trouve que ça a pris beaucoup trop de. Enfin, ça a fait beaucoup trop les gros titres à mon goût, cette histoire. Mais bon, c'est l'importance, oui, pour moi, vraiment de. Enfin, je sais pas, voilà, c'est une question en même temps qui m'amène. Je vais dire quelque chose très sérieusement et j'espère encore une fois que ce n'est pas arrogant de ma part. Quand j'ai commencé dans le métier, donc il y a plus de 15 ans, en fait, avoir les faits d'une histoire, bah, c'était la base. C'est un peu comme on apprend à courir, on apprend à marcher avant d'apprendre à courir. Et pour être un bon journaliste, il fallait avoir les faits, c'était la base, une évidence. Et puis après, bah, ou bien on cherche un angle intéressant, ou bien des images percutantes, ou bien une analyse différente pour se démarquer. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2020, à l'ère du fake news et des réseaux sociaux, ben en fait, les faits, c'est redevenu l'essence de notre métier. Et c'est ça qui fait de nous vraiment des gens qui ont un métier, qui ont une profession avec des outils en main. Et donc, cette affaire d'Avry Gilad, pour moi, elle m'a un petit peu permise de me recentrer sur quel est mon métier et quel est mon rôle dans ce monde journalistique où en plus tout le monde devient très politique. Les journalistes, je ne sais pas, en France, je pense que c'est encore beaucoup mieux contrôlé qu'aux États-Unis ou qu'en Israël, mais en Israël et aux États-Unis, c'est devenu assez rare, c'est devenu en tout cas très courant pour un journaliste de publier ses opinions politiques, ce qui est vraiment à l'antipode de ma façon de voir le journalisme, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui. Hein. Tout est politique maintenant, donc c'est très compliqué. Je n'ai pas forcément la bonne réponse à cette question. Mais en tout cas, moi, personnellement, je considère que mon opinion politique est la mienne et que quand j'affirme que Notre-Dame, a priori, selon l'enquête préliminaire, ce n'est pas un incendie, mais c'est un court-circuit, ce n'est pas une opinion politique, c'est un fait. Et c'est mon travail de journaliste. Okay. J'ai une autre question par David Selam. Donc, David. Oui, bonjour. Bonjour. Très intéressant ce que vous dites. Moi, j'aurais une question concernant la déontologie. Vous avez dit que vous protégez, je vous comprends tout à fait, mais vous avez cité l'exemple d'un pédophile, etc. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez donc, vous gardez le secret sur un criminel. Est-ce que là, il n'y a pas une limite à votre déontologie? Exemple, que se passerait-il s'il récidivait? Est-ce que vous ne souhaiteriez pas un peu culpabiliser? Alors, j'ai peut-être mal expliqué l'exemple. Le pédophile, en fait, on l'a mis à jour dans l'enquête. On a protégé l'identité de sa victime, mais pas du pédophile. Le pédophile avait complètement disparu. Les services de police en Israël ne savaient pas où il était. Interpol ne savait pas où il était. La police américaine qui le recherchait depuis 17 ans n'avait aucune idée de sa présence en Israël. Il avait complètement disparu. Et nous l'avons retrouvé, nous, grâce à notre enquête, en Israël. Il vivait en face d'une maternelle. Donc, ce qui, oui, nous a fait très peur. On l'a fait fuir de cette maternelle. On n'a pas pu l'arrêter. Nous, la police, en fait, est venue le chercher le lendemain de notre enquête, de la diffusion de l'enquête. Il n'y avait rien matériellement pour l'arrêter parce qu'en Israël, il n'y avait aucune preuve de ces délits à l'époque. Mais voilà, 1 an après, aujourd'hui, il a été arrêté et sa demande d'extradition vers les États-Unis est en cours. Donc non, je n'ai pas protégé l'identité d'un pédophile. Mais la question peut se poser, hein, c'est-à-dire un meurtrier. Voilà, je vous donne par exemple, la question peut se poser, c'est-à-dire que le cas du siècle, j'ai interviewé des gens qui sont recherchés par la police en France. Est-ce que je les balancerai à la police? Non, il n'en est pas question, jamais. Non, en réalité, ma question, c'était surtout le côté criminel, un pédophile ou un assassin, peu importe, c'est que vous ne limitez pas à partir du moment où c'est un criminel ou un assassin, vous ne pouvez pas tenir votre parole pour protéger quelqu'un. Au même titre que vous êtes dans la rue, vous voyez un criminel, etc., vous prenez votre téléphone et vous appelez la police pour le... Mais oui, bien sûr, mais je pense que...
faisait référence, au même titre que d'ailleurs Apple. Donc, c'est un sujet également qui est proche à vous. Apple aux États-Unis avait refusé pendant un certain moment de délivrer les codes de dégrafage de leur iPhone pour permettre de retrouver un certain nombre de criminels, de terroristes, etc. Et ils ont fini par obéir parce que la déontologie, comme la démocratie, a une limite à un certain moment. Voilà. Je suis d'accord avec vous, je vous répondrai qu'a priori, moi, en tant que journaliste, mon but, c'est quand même de faire en sorte de contribuer à l'amélioration de la société, mais que, oui, ce sera plutôt au cas par cas. Ok, merci. Une autre question? Ouais, d'autres questions? Moi, j'ai une question. Pour ce qui est des sujets sensibles, par exemple, tout ce qui a trait à la défense et à l'armée, est-ce que quand vous avez à connaître de tels sujets, vous vous auto-limitez ou est-ce qu'on vous donne des consignes? Est-ce qu'on vous dit une partie mais pas tout quand vous avez affaire à des sujets qui touchent à la sécurité de l'État, par exemple? Alors, je ne suis pas journaliste de questions de sécurité et armée, donc ma réponse va être un petit peu limitée, mais ce que je sais vous répondre, puisque je travaille de façon très serrée avec mes collègues. En Israël, oui, il y a une censure. Il y a une censure qui est vraiment une unité dans l'armée, hein, la censure. Donc, nous avons certaines… Je vais vous donner un exemple. Si un tir de roquette et que le dôme de fer arrive à intercepter ce tir de roquette, nous ne pouvons pas ni dire exactement où la roquette est tombée, puisque ça permettrait aux personnes qui ont tiré cette roquette de reviser peut-être un peu mieux la prochaine roquette et de toucher la cible qu'ils aimeraient toucher. Donc, on ne donnera jamais le lieu exact, et ça, c'est la censure qui va nous dire ce qu'on a le droit de dire ou pas à ce moment-là. Donc, certaines choses, on sait déjà ce qu'on a le droit de dire ou pas. Et pareil, on n'a pas le droit de dire en général où le dôme de fer est exactement déployé. Même si on le voit, si par exemple, je passe en voiture à côté d'un dôme de fer, je ne peux pas publier le lieu de son déploiement. Et en effet, alors aujourd'hui, ça, c'est une question vraiment qui se pose parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, énormément de choses sont publiées parce que les réseaux sociaux ne sont pas… ils sont pas liés en fait à la censure, ils ne sont pas obligés de la respecter. Et puis les personnes qui écrivent des réponses sur les réseaux sociaux ne sont pas tous des journalistes, donc ceux qui ne sont pas journalistes ne sont pas tenus. Moi, je n'ai pas le droit d'écrire un truc sur Twitter qui est interdit par la censure, parce que même si c'est Twitter, je suis journaliste, donc je n'ai pas le droit. Je peux être sanctionnée pour ça, ou sanctionnée simplement par mon rédac-chef, on va me demander de ne pas le faire, etc. Donc oui, il y a une censure sur les questions sensibles. Alors des fois, elle n'est pas toujours à mon goût justifiée, hein, ou elle n'est pas comprise, ou elle est un petit peu anachronique à notre époque. Bonjour. Qu'il y a d'autres questions? Ah, mon cher. Oui. Voilà, bonjour. J'aurais voulu savoir, d'une manière générale, depuis quelques mois, voire quelques années, on voit à la télévision, à la 13 et à la 12, énormément de sujets qui sont liés directement à la vie, au comportement du Premier ministre, à mon avis, un peu à outrance. Ma question est la suivante. Est-ce que la 13 est plus anti-Bibi que la 12? Alors, le problème, moi je vais vous répondre, mais je ne pense pas que, quelle que soit ma réponse, je ne pense pas que vous l'accepterez en fait. Parce qu'à mon avis, quand vous formulez la question, vous avez déjà une opinion à ce sujet-là. Sur la mon opinion, elle est très simple, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et il y a énormément de sujets, voire des sujets très longs, sur le comportement du Premier ministre, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout. Et alors un sujet par exemple sur Fillon et ses costumes, c'est légitime ou pas en France? Alors Yossi, tu peux remettre le micro de M. Cohen, je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Oui, effectivement, c'est bien, mais car l'autre a coupé le son de tous les participants. Vous m'entendez là? Oui, allez-y. Que oui, c'est légitime, mais pas tous les jours et tout le temps. C'est un moment, c'est disproportionné. Voilà. Alors, y a deux parties à cette réponse, mais c'est une question. C'est presque de l'opinion, mais alors il y a ce qui est de l'intérêt
publiques. Hein, quand le Premier ministre a des affaires de justice en cours et qui est la personne qui prend toutes les décisions dans ce pays, je pense que oui, c'est normal que le public soit informé de ces dossiers judiciaires et de ce qu'il y a dedans. Après, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que Netanyahou, pour les gens qui le soutiennent comme les gens qui ne le soutiennent absolument pas, c'est un aimant d'audience. C'est la personne qui va faire de l'audience tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un peu le catch-21 pour les chaînes de télé, parce que à la fin des chaînes de télé, en tout cas la 12 et la 13, sont des chaînes privées. Les chaînes privées, c'est donc un business qui marche sur les pubs. Et les pubs, en fait, elles sont en fonction de l'audience, d'accord ? Donc, quand on sait qu'à partir du moment où Bibi va parler, ou à partir du moment où il va y avoir un sujet sur Netanyahou, les gens vont regarder, je pense que oui, ça influence aussi le choix des rédacs-chefs de parler des affaires de Netanyahou. Maintenant, le nombre de rumeurs qui existent sur Netanyahou, sur sa famille, sur sa femme, qui arrivent aux oreilles de journalistes, mais qui ne fera jamais ne serait-ce qu'une ligne aux infos dans les journaux ou en télé, voilà, vous n'en avez pas idée. C'est-à-dire que je pense qu'on ne diffuse pas tout et n'importe quoi non plus. Ah, donc Et je vous entends. Vous remettez le micro ? Attendez. Allez-y, répétez, mais s'il vous plaît. Je disais que, donc là, vous utilisez le comportement, le rôle, les fonctions du Premier ministre comme moyen et non pas comme information. Si non. Je disais qu'il faut prendre les deux éléments en compte. Donc ça commencera toujours par l'intérêt public. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est de l'information? Et ensuite, oui, c'est sûr que Netanyahou intéresse beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Alors, vous pouvez répondre à ma question. Alors, vous êtes plus anti-Bibi ou moins que la 12? Moi, je pense que ni l'un ni l'autre, en fait. Il n'y a aucune chaîne qui est plus ou moins anti-Bibi, mais je pense qu'il y a… Je vais vous répondre de façon plus largement, à mon avis. Il y a 10 ans, les chaînes de télé étaient très à gauche, parce que les journalistes étaient principalement à gauche. Ça, c'est clair et net. Ces 5 dernières années, ça a énormément changé, autant en télé qu'en radio, qu'en presse écrite en Israël. Et que je pense que c'est plus ou moins équilibré. Bon, alors on est sur le bon chemin, merci. Je peux poser une question ou pas? Vas-y, David. Oui, en réalité, moi je veux aller un peu plus loin que la question qui vient d'être posée par Moshe, c'est que c'est une question que je pose à la journaliste, aux journalistes en général en Israël, mais ça se passe ailleurs. C'est qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas un véritable problème de démocratie? Et je m'explique. Lorsque on lance dans les journaux des accusations sur ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire Binyamin Netanyahou, on sait très bien que ces informations, qui datent d'ailleurs de plusieurs années, on attend délibérément le moment des élections pour les lancer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de démocratie où on cherche finalement à dévier le peuple israélien du vote? Et ça se passe exactement en France, aux États-Unis, etc. Ce sont des techniques de déstabilisation des démocraties. Et les journalistes, à mon avis, ont une responsabilité dans cette question-là. Factuellement, c'est un peu problématique comme argument parce que on parle des affaires de Netanyahou depuis le premier jour où elles ont eu lieu et qu'en réalité, je vous rappelle que les élections ont déjà eu lieu 3 fois, que la mise en examen a été repoussée, que l'audition de Netanyahou a été repoussée, tout ça à sa demande, qu'il y a eu énormément de manœuvres politiques qui ont été faites dans tout ça et que c'était pas, le calendrier n'a pas été fixé par les journalistes. Le calendrier ni des élections, ni des mises en examen, ni des recommandations de mise en examen, ni des auditions de Netanyahou, ni des réponses de ses avocats. Ce calendrier n'a pas été fixé par les journalistes. Donc non, voilà, le journaliste n'essaye pas… Alors, est-ce qu'il y a des journalistes en Israël qui essayent de manipuler ou qui essayent d'influencer l'opinion parce qu'eux ont une opinion politique? Si je vous répondais non, c'est impossible, je pense que ce serait naïf et faux. Voilà.
Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont comme agenda, est-ce qu'ils sont des agents secrets cachés pour influencer l'opinion publique et qu'ils vont mentir sur leurs informations? Non, non. Vous prenez un journaliste comme Amit Segal sur la 12. J'ai vu sur le chat quelqu'un qui a écrit que oui, la 12 est quand même très anti-Bibi. Vous prenez un journaliste comme Amit Segal, qui est le journaliste politique de la 12, qui est peut-être la plus grosse star politique de journaliste politique en Israël, qui a eu en plus une influence mais énorme sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment... voilà. On ne peut pas dire qu'ils sont anti-Bibi. On ne peut pas dire qu'ils soient à gauche. Et on ne peut pas dire que quand ils publient aussi des infos sur les enquêtes Netanyahou, c'est parce que lui essaye de manipuler à ce moment-là ou d'influencer. Voilà. Donc, il y en a pour tout le monde. Et les journalistes, encore une fois, ne sont pas ceux qui décident de l'agenda judiciaire. Donc, non, je ne pense pas que ce soit vrai d'affirmer ça. Juste pour finir, hein, c'est qu'en réalité, je ne dis pas que les... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, je disais tout simplement en réalité, parce qu'on voit sur le plan international que ce type de technique se pose, on l'a connu en France, où l'ensemble de ce type d'actions qui sont faites par des journalistes, par etc., des lobbies, etc., arrivent à amener les électeurs dans une espèce d'entonnoir, presque pour leur mettre la main dans cet entonnoir et leur donner un choix qui deviendra évident, par exemple en France, le choix entre Macron et Marine Le Pen. Obligatoirement, les gens vont se détourner de Marine Le Pen pour voter Macron. Donc, pour moi, les journalistes, peut-être que vous le faites à votre... vous ne le faites pas d'une façon volontaire, mais je suis convaincu qu'il y a des manipulations sur le plan israélien, américain, français, pour modifier les élections. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. En Israël, il y a, par exemple, je crois que vous le connaissez tous, hein, il y a une majorité qui est de droite, on va dire, entre guillemets, ou du camp national, si on peut l'appeler ainsi, mais qui n'arrive pas à prendre le pouvoir tout simplement parce que ces questions influencent. Et c'est là où les journalistes... Non, mais j'ai pas trop envie de continuer sincèrement sur la question politique longtemps parce que je qu'on passe à autre chose. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Emmanuel. Attendez, je vais juste vous répondre. C'est pour vous parce que c'est quand même une question importante. Bonjour Emmanuel. Une chose. Bonjour Emmanuel. Bonjour, je voudrais juste, excusez-moi, répondre une dernière chose à Monsieur Selam. Journaliste, lobbyiste, ce sont deux mots que vous avez fait dans la même phrase. Pour moi, c'est quelque chose.